Ruquier, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie d'Anne Roumanoff. Bravo. Oh, bien. Philippe Gueluc. Ah, oui, bonjour. Elisabeth Lévy. Patrice Lecomte. Et Gérard Miller. Ah, très bien. Très bien. Non mais franchement, Gérard, arrêtez de ponctuer chaque nom de vos commentaires. Non, parce que j'attends qu'il y ait un nom qui me déplaise et tous me réjouissent. Ah oui. Quelle belle humeur. Même Elisabeth Lévy. Même Elisabeth Lévy. Ah, ça y est. J'entends dire tellement de mal d'Elisabeth Lévy que je la pense Finalement, vous allez finir par me trouver sympathique. Oui. Mais quel mal entendez-vous dire de moi? Écoutez, ça, j'arrive pas à comprendre vraiment. Ça, je n'aime pas le répéter. Ça serait Oh, désagréable. mais non, c'est pas votre genre. Non. Non mais moi j'aime bien demander à Gérard, qui est un peu une sorte de pilier, de taulier de cette équipe, s'il est heureux de la composition de Anne Roumanoff. Ça vous va, Gérard? Très bien. Oui. Je la découvre d'émission en émission. C'est vrai. Oui. Bon bah tant Et mieux. l'antipathique qu'a pour Anne Roumanoff, Pierre Bénichou me la rend également très sympathique. Moi, je suis du côté des faibles, du Oui, mais côté alors des dites gens donc qu'il y a beaucoup de gens que vous allez détestés. trouver sympathiques. Dans l'émission, oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, si on doit trouver sympathique tous les gens que Bénichou déteste, la terre entière. Pierre n'est pas très de bonne humeur en ce moment, mais faut Mais lui non, mais il a pardonner. quoi? J'ai écouté. Ça arrive. Oui, souvent. C'est comme ça. Bon, on a des périodes, hein, Philippe. oui. Oh, vous allez l'air fatigué, vous, Non, Philippe pas du Gueluc. tout, au contraire. D'ailleurs, Qu'est-ce que ce sera quand il aura la grippe aviaire? j'ai des preuves d'ailleurs que vous êtes fatigué parce que nous sommes espionnés, suivis par les auditeurs et quelqu'un Ça vous me a croisé. stresse cette histoire de mail. Maintenant, quand je fais des trucs, je me dis, il y a peut-être un auditeur qui va envoyer un mail. Ah bah Attends, oui, mais quand tu fais des trucs, tu dis il y a peut-être un auditeur qui écoute. Non, quand je suis dans la Tu vie. sais, il y a des gens qui écoutent, hein. Mais je sais quand pas. je suis dans la vie. Mais quel genre de truc? Mais dans quand, la vie, quand c'est je un fais peu- un truc, par exemple, si j'ai envie de pas être aimable avec quelqu'un, je me dis, c'est peut-être un auditeur qui va envoyer un mail. Quand elle écrase un piéton, s'il s'en sort, il mêle. Ça rappelle un peu les années 40-45. On sort. Ah, par exemple, Je sais tout. Par exemple, Hubert m'écrit salle des urgences, hôpital Cochin, dans la nuit du 6 au 7 c'est pas moi, décembre. c'est pas moi. Entre minuit et 1h, allongé sur mon brancard, déambulé de droite à gauche au milieu de cette cour des miracles où débordé se démène tant bien que mal un personnel dévoué et souriant. Parmi la souffrance et la détresse, une porte coulissante s'ouvre et laisse rentrer dans cette nuit profonde un véritable rayon de soleil. Oui, c'est bien lui. C'est Philippe Gueluc, accoudé au bureau d'accueil voisin, et nous échangeons un regard certes furtif, mais accompagné d'un petit geste amical de complicité entre la figure connue et le patient anonyme. L'apparition de Monsieur Gueluc et son sourire furent une véritable récompense, un véritable réconfort. Il y a beaucoup d'humanité dans son regard et il me fit du bien. C'est un type halluciné qui était aux urgences. Mais la femme porte s'était C'était déjà les urgences psychiatriques? refermée. En effet, quelques dizaines de minutes plus tard, le voilà qui réapparaît, traversant d'un pas pressé la salle d'urgence. Et je me permets de l'apostropher, de lui déclarer « Quelle bonne surprise, vous devriez passer chaque jour. Votre présence est d'un grand réconfort. » Il Oui, me je suis remercie. allé imposer les mains. J'ai les patients. Il me remercie et amorce son départ quand finalement je m'enquière de ce qui l'a amené à l'hôpital et il me répond que c'est un empoisonnement alimentaire après avoir mangé du mouton. Puis il Non, s'éclipse. du thon. Il a mal entendu. Et lui, il venait se faire soigner les oreilles. Ah, lui, il a entendu du mouton. Du mouton, non. Puis il s'éclipsa après un autre salut. Visiblement, Philippe Gueluc se remettait douloureusement, mais avec soulagement de son ennui alimentaire. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je réalisais que Philippe Gueluc avait été victime d'une tentative d'élimination médiatique évidente, manigancée par quelqu'un de votre équipe. 1. Suivez mon regard. Qui a ce pouvoir? Qui pourrait avoir envie d'éliminer Philippe Gueluc? J'ai pensé à Sophie Garel, mais il se trouve que je la connais personnellement suffisamment bien pour avoir partagé plusieurs repas en sa compagnie et qu'elle n'irait jamais jusqu'à ses extrémités. Monsieur Benguigui, mais je crois comprendre qu'il est actuellement éloigné des micros pour cause de tournée. Je pense plutôt à Monsieur Bénichou, dont personne n'ignore l'appétit de pouvoir et la tendance à faire table rase de toute personne dont la personnalité brillante, l'intelligence aiguë menacerait son domaine envahissant dont il ne veut lâcher aucun pouce. Philippe Gueluc a donc-il été empoisonné par Pierre Bénichou? Je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. Pouvez-vous lui transmettre? Oui. Eh bien, en deux mots, ça peut servir. Mon C'est la expérience nouvelle- devrait servir aux autres. La nouvelle affaire Barry Bénard. Hein, J'ai mangé un steak de thon. Et je me suis, non. Mais avec Bénichou ou pas? Cuit rosé. Non, avec ma femme. Mi-cuit. Mi-cuit. Et je me suis retrouvé aux urgences. Attendez, on voudrait voir tous les Empoisonné. éléments. C'était donc, tu étais seul avec ton épouse. Et ta femme a mangé Et la qui même a chose préparé le steak de thon? Nous étions au restaurant. Nous Oui. avons commandé 2 steaks de thon rosés. Et elle a Qui a- pas qui été a choisi malade? Elle a été malade aussi, mais moins que moi. Et je me suis retrouvé 2 heures après l'avoir mangé sous perfusion à l'hôpital Et Cochin. tu l'as dit au restaurant? Oui. Ils t'ont remboursé? Non, Anne, elle pense toujours au remboursement. L'addition, tu l'as payé avec ta carte vitale.
Qu'est-ce qu'ils Non, t'ont mais dit? c'est Ils t'ont après. dit, je vous invite pour dédommager. Non, attendez, pour l'instant, je ne retourne pas dans ce restaurant. Quel restaurant Je les ai c'était? prévenus, mais je veux pas vous le Ah bah dire. si. Non, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, chez qui j'ai toujours Aussi, monté eux, formidablement. aussi, Tu m'as invité t'aimes une beaucoup fois à dîner d'ailleurs. Au quartier latin, je ne dirais pas le nom du restaurant, mais c'était cet endroit. Non, c'est pas là. Où nous sommes C'est allés pas là. dîner ensemble. Non, là, Non, c'est non. mieux que ça. Il vous envoie. Ah oui, c'est ça. Mais donc, et j'ai appris par la suite, c'était quelque chose d'extrêmement grave, que le thon était un poisson dangereux qui pouvait développer de l'histaline. Surtout quand il n'est pas assez dur. Hein. Oui, le mouton. Le mouton. Et beaucoup plus. Mais alors, ces poils frisés qu'il y avait sur le thon, c'est que c'était du mouton. Non, mais est-ce que Philippe, tu sais que nous sommes tes amis. Là, nous avons bien écouté ton histoire. Nous ne soupçonnons absolument pas le restaurateur dans cette histoire. Nous soupçonnons ton épouse. Peut-être que le restaurateur aime ta femme et t'a empoisonné Voilà. ton thon. Mais non, puisqu'il a empoisonné sa femme aussi. légèrement. Non, mais ça, c'est une ruse. Oui, naïf. tu n'as jamais fait de polar. C'est Non. évidemment une ruse. Oui. On empoisonne fictivement la complice pour l'innocenté. qui En aurait tout pu cas, c'est t'empoisonner. sympathique de voir qu'un monsieur est heureux d'avoir vu Philippe Gueluc, même s'il est arrivé Oui. après lui et reparti avant aux urgences. Ça, c'est quand même, c'est quand T'es même passé ça qu'il devant- faut. t'es Ah non, passé je devant suis tout le passé monde. devant personne. Je suis passé Ah, devant bah, c'est personne. ce qu'il dit, hein, quand même. Ah ben non, mais on le soignait pour autre chose. On a, je sais pas, on attendait que Lui, il son était truc dans la file cicatrise. d'attente, pas des tons. Lui était dans la file d'attente, un ton en dessous. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont fait un lavage d'estomac ou ils t'ont donné des Non, non, médicaments? ils m'ont mis sous perfusion. Lavage de cerveau. Sous perfusion. Ah, voyez, on peut rien faire, hein, sans être, comme ça, espionné. Bah, enfin, là, j'ai rien fait de mal, non. Non plus. En même Je veux temps. dire, la Gestapo peut pas me. Mais venir j'ai me d'autres chercher. dénonciations dans d'autres mails, voire vrai. même des réponses à des courriers que certains ont lus sur cette antenne. Suivez mon regard, Patrice Lecomte. Ce sera dans un instant après la pub. Avec Gérard Miller, Patrice Lecomte, Elisabeth Lévy, Anne Romanoff, Philippe Gueluc, Jacques m'écrit, fidèle auditeur depuis les débuts, j'enregistre chaque jour votre émission afin de pouvoir l'écouter à un moment plus favorable. Mais la cerise sur le gâteau, c'est l'arrivée sur Europe 1 du podcast. Plus de problème de cassettes trop petites pour enregistrer ou d'enregistrement en direct sur ordinateur via Europe 1. Un clic et c'est chargé en quelques minutes. Mieux encore que le téléchargement. On fait ça automatiquement. Bravo à votre équipe, bravo à Europe 1 d'être une radio moderne. Vive le podcast. Moi, je sais pas ce que c'est, mais Moi si, non plus. si les auditeurs sont contents, c'est ce qui compte. C'est le podcast, c'est ça? Oui, j'ai entendu effectivement le lancement sur Europe hier matin de cette Ça veut histoire. dire que ça sur permet- Internet, tu peux écouter Ouais. l'émission quand tu veux. je Non, crois. Non, ça C'est-à-dire permet que tu peux- d'enregistrer des bouts Tu peux la et de télécharger. faire sa petite radio Vous comme prenez on moi, veut. je vous explique en une minute. Vous prenez votre MP5, hein, qui est la génération suivant le MP4. Vous mettez à ce moment-là, non pas ce qui s'appelle un CD, mais ce qui s'appelle un RWM. Vous le mettez à la vitesse 345. Et le, à ce et le moment-là- formulaire XB12. Voilà. Voilà. C'est très simple. Ça marche pas pour Bouvard, qui est encore au 78 tours. Hein, ça. Je ne sais pas si Anne Romanoff cherche une reconversion ou si elle désirait faire la connaissance de la copine Lucienne de Jérôme Bonaldi. Mais lundi 12 décembre dernier, vers 10h45, elle cherchait désespérément le Chopi de la rue Saint-Denis. Ah non, ça c'est... non. Vous étiez, oui ou non, rue Saint-Denis, le 12 décembre à 10h45. Ah, c'est une bonne gagneuse, hein. Ah, non. Elle n'était pas de rouge vêtue, mais je l'ai reconnue tout de suite. Alors, Ah si si, j'étais rue Saint-Denis, c'était hier. Avant... Oui, Avant-hier. j'y étais. ouais. Qu'est-ce que tu y Absolument. faisais donc? Je cherchais mon coiffeur. Mais je comprends pas le Chopi ou ton coiffeur? Non, mon coiffeur, il Et est... quoi, et ton coiffeur tapine rue Saint-Denis? Non, mon coiffeur, il est rue Montorgueil. Et je téléphone à une copine. Mais tu étais pas du tout là. Hein. Dire Montorgueil, c'est pas Il du était tout la fermé. même chose. Hein. Non, je me suis perdue. Comme je parlais au téléphone, j'ai perdu ma direction. Et donc j'étais... Bah, bien sûr. Et donc, le portable est dangereux même pour les piétons. C'est marrant, on n'aurait pas dit que vous étiez allé chez le coiffeur. Non, mais elle n'a pas dit qu'elle l'avait trouvé non plus. Si, je suis arrivée en retard parce que j'étais perdue rue Saint-Denis, mais c'est vrai. Anne Romanoff, Dan m'écrit, est toujours très déçu de ne pas avoir eu de réponse aux avances qu'il vous fait. Il avait signalé que vous aviez vous-même égaré son adresse, donc il nous la redonne. C'est Dan de Saint-Aubin-les-Elbeuf qui vous écrit. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement à Saint-Aubin-les-Elbeuf, mais il insiste. Hein, c'est toujours l'histoire du numéro de téléphone noté sur le poignet. Ouais. Ça finit par être du harcèlement, là. Et elle regarde à chaque fois, comme si elle le découvrait, alors qu'elle sait parfaitement de qui il s'agit. Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle joue bien, la comédie? Vous êtes comédienne, non? Non. Didier. Ça, c'est drôle. Didier, j'aimerais poser la question suivante à Gérard Miller. J'aime bien ce mail parce que, je sais pas, il y a une sorte de troisième degré. Allons-y. Voici la question suivante pour Gérard Miller. Pense-t-il qu'il peut être parfois très subjectif sur certains sujets?
Ça, je sais pas. Ça, c'est exactement comme la question qu'un téléspectateur m'avait posée le lendemain de la diffusion de la spéciale Alain Delon chez Drucker. Donc Delon pendant 3 heures sur France 2. Et le lendemain, il y a un type qui me dit, j'ai vu l'émission, mais dites-moi, ce Delon-là, vous pensez pas qu'il se prendra un peu au sérieux? Gueluc, l'affaire des avions. Vous savez que là, vous êtes mis une partie de la France à dos, Philippe Gueluc, avec cette histoire des voyages qu'il ne faut plus faire pour favoriser l'environnement, que seuls les riches pourraient voyager, vous aviez dit sur cette antenne. Gueluc, qui dit qu'il ne faut pas voyager en avion pour éviter de polluer. Mais oui, et lui, j'imagine, ne coupe pas d'arbres, hein, pour imprimer ses livres ou imprimer la promo de ses expositions. Alors, c'est je ça, fais hein. une exception Le pour le prolo doit bosser et gagner tout juste de quoi bouffer et surtout pas voyager, mais qu'il fasse ses dessins et qu'il nous foute la paix avec sa bonne conscience. Qu'il commence, lui, à rester chez lui, qu'il laisse sa place dans l'avion, qu'il envoie sa bagnole à la casse et qu'il édite sur le net et gratos ses albums. Là, ok, on pourra le prendre au sérieux. Pour l'instant, il est juste ridicule, Gueluc. Vous en êtes mis du monde à dos avec cette histoire. Hein. Qu'avez-vous dit qu'il fallait pas, il a fait son fallait pas Bénichou. prendre l'avion? Non, j'avais dit que le développement du transport aérien dans les années qui viennent, qui va doubler puis tripler, est une source de pollution infinie. Et je trouvais qu'il n'était pas indispensable d'aller passer forcément une semaine de vacances de l'autre côté de la planète. Il y a quelques mecs qui quand vous on soutiennent. voit la pollution que ça engendre. J'ai juste dit ça. Merci de dire à Philippe Gueluc de réfléchir avant de faire des réflexions écologiques. En effet, limiter l'accès aux avions pour les premières classes afin de préserver l'environnement est une belle bêtise. Par contre, publier des bandes dessinées avec du papier recyclé, ça, ce serait une vraie idée. Hein, monsieur Gueluc? Amicalement. Christophe Alévèque reste le plus doué de l'équipe. Moi, je soutiens Gueluc sur la pollution des avions et même si j'étais pas d'accord, je comprendrais son point de vue. Voilà. Hein, quand même. Oh, voilà. Monsieur Gueluc a raison, les avions devraient être réservés aux riches seulement. Comme ça, monsieur Sarkozy serait bien embêté pour renvoyer les émigrés. Bon, écoutez, non, et juste sur alors est-ce que les riches, les pauvres, je sais pas. Simplement, je trouve que voyez faire le tour du monde en avion n'est pas un des droits de l'homme. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Enfin, ça va, un type qui truande dans les queues et qui laisse les types sur les brancards va pas nous faire la morale aujourd'hui, hein, franchement. Je garde 2 mails pour la bonne bouche, car l'adjudant Couillard nous écrit, mais pas seulement, le colonel Bittard aussi nous écrit. 2 mails destinés à Patrice Lecomte, qui a eu l'outrecuidance la semaine dernière de répondre il est susceptible, en et de plus. lire une lettre destinée à monsieur Couillard. Lettre pas piquée des hannetons. Vous étiez bien vengé, mon cher Patrice. Vous avez pris la défense des chroniqueurs, mais mal vous en a pris, car j'ai entre mes mains 2 documents que je lirai après la pub. France 3. C'est Roger Couillard. On l'avait reconnu. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une petite devinette. Vous allez vite comprendre de qui je parle. Qui c'est qui est petit, qui chausse du 37, qui a des lunettes de presbyte et qui va grelotter de peur dans son grand lit tout froid en entendant la visite de Roger Couillard un jeudi du mois de janvier 2006 pour y botter le cul. Il s'est reconnu, le Black Edwards de la France d'en bas. Il commence à avoir les dents du fond qui bougent, le Claude Chabrol maigre. Il commence à se demander comment qu'il va sortir du bourbier merdique dans lequel qui s'est fourré tout seul le suicidaire du 7e art. Il se demande s'il aurait pas mieux fait de faire lire sa lettre par David Douillet au sommet de son art, le futur eunuque du studio Merlin. C'est la guerre que tu veux, Lecomte. Tu m'as écrit une lettre, d'accord. Ça a peur de Louis Rego et ça voudrait couillardiser l'adjudant Roger Couillard, surnommé l'étrangleur psychopathe, 125 kilos de muscles, croix de guerre en Irak, médaille d'or au JO de la boucherie en combat rapproché, diplômé de la fac de Verdun option tranchée. Mais rassure-toi, mémère, tu crains rien avec moi, je frappe pas les gonzesses. C'est un principe. Ainsi, je serais du genre petite bite et couille molle, amène-moi ta femme, Lecomte. Crois-moi qu'après mon passage, quand elle marchera dans la rue, tout le monde lui demandera pourquoi elle a choisi équitation comme sport. Il saisit ça un peu, mon discours, le Mike Brown des salles obscures. Alors comme ça, le king size des nains de jardin qui est gaulé comme un bichon maltais anorexique veut venir étrangler mon Doberman mangeur d'hommes. Mais faut le faire soigner, votre malade mental, Laurent. Mon chien, quand tu le caresses, tu perds une main. Tu lui marches sur la queue et tu peux remplacer Passepartout à Fort Boyard. Faudra que t'écumes toutes les morgues du coin pour trouver une tête pour te reconstituer. Je te le dis, moi. Et c'est pas un chirurgien maxillofacial qu'il te faudra, mais un maçon spécialisé dans les grands travaux. Alors comme ça, Monsieur Lecomte se propose de venir honorer Madame Couillard par la fasteneur. Quand tu seras arrivé au terminus, si tu y arrives, tu feras un petit signe qu'elle sache qu'il y a un train qui est arrivé en gare.
Agathe Couillard, côté taille, elle supporte que le triple XL. En dessous, elle s'endort. Et c'est pas le moine qui me contredira. Bon, allez, c'est pas tout, mais en attendant notre rencontre, je vais aller répéter mes gammes et m'entraîner au criquitu sur Jean-Bernard Hébé, adjudant Roger Couillard, 42e régiment de parachutistes. Post-scriptum. Comme t'es un putain d'enfoiré de sacré cinéaste, je te casserai pas la gueule, mon saligo. Quelque chose me dit que les auditeurs m'en voudraient à mort, à quelqu'un qui priverait la France d'autres aventures débronzées, avec tout mon respect cinéphilique. Oh, mais il a du cœur, là, dis donc. J'aime beaucoup le post-scriptum. On est compte un peu? En fait, je ne regrette pas. Parce que je trouvais que Couillard baissait un peu. Oui. Et finalement... Et je lui ai repiqué le cul. Oui, oui. Parce que ça, c'est vraiment très drôle. C'est redevenu très très drôle. Ah oui, sauf que maintenant... Il y a un bitard. Ah bah voilà. Sauf que maintenant, on a les supérieurs qui nous écrivent. Bientôt, on fera 1h30 d'émission avec ces trucs-là. Le colonel Bittard m'écrit. L'honneur de l'armée française a été bafoué la semaine dernière par les propos infamants de Monsieur Lecomte. Cette lopette des salles obscures, ce sous-doué de la dernière compagnie, a osé proférer des menaces envers mon subordonné, l'adjudant Couillard. Injurier ainsi le meilleur élément de mon régiment est inqualifiable. Cet homme intègre, ce brave parmi les braves, mérite les plus hautes distinctions militaires et nationales. Je ne tolérerai en aucun cas que l'on porte atteinte à son intégrité, car ensemble, nous avons livré les combats les plus terribles. Il s'en est toujours sorti la tête haute, faisant face à tous les dangers, quelles que soient les circonstances. En un mot, j'ai beaucoup de tendresse pour cet être solide, mais délicat, impétueux, mais sensé. Ses prises de position à votre égard ont toujours été empreintes d'un souci pédagogique. Il ne désirait rien tant que vous préparez à affronter ce monde hostile. Il était en quelque sorte une mère de substitution pour vous tous et toutes les chroniqueurs. Rude, certes, salope sûrement, faible, jamais. Telle était sa ligne de conduite. Aujourd'hui, cet homme est brisé, déshonoré, rétamé à cause de Patrice Lecomte. Après avoir subi le discours radiodiffusé vengeur de votre Cécile B2000 d'opérette, ce grand soldat, hier encore, fier et droit dans ses Rangers, est aujourd'hui à terre. La perfide dépression a lancé contre lui une offensive d'envergure. Ses lignes de défense ont été écartelées, ses arrières défoncées et pilonnées. J'ai compris tout cela lorsqu'hier soir, je l'ai vu, la tête basse, l'air là, ouvrir la cage de Vermus et lui donner une tendre caresse sur les cheveux. Puis d'une démarche ambivalente, il se dirigea vers une sorte de bauge. Et là, ce fut le coup de grâce quand, un genou à ses pieds, il entreprit de lécher les plaies purulentes de Christophe à l'évêque, sans doute dans l'espoir de soulager les souffrances de cette épave humaine. Il est bien triste, le spectacle d'un homme vaincu par la folie. Le coup de grâce lui a été donné lorsqu'il a compris que vous en vouliez, monsieur Lecomte, à son chien. Son cher Panzer, qui fut le fidèle compagnon de tous ses combats, celui qui sut accueillir son ardent désir de combattant essolé. Il n'avait jamais de migraine, celui-là, lorsque son épouse était au loin à l'abri, dans les bras de quelques chroniqueurs de radio sournois et avides de stupre. Sa femme, il vous la laisse, monsieur Lecomte. Livrez-vous à vos coupables assauts. Vos limaces baveuses ne la feront pas se pâmer, mais de grâce, épargnez les pneus de sa Twingo, ils sont neufs, et lui ont coûté la peau des burnes. Si vous vous livrez à cet acte odieux, ce sera la guerre, l'apocalypse. Foi de soldat, je ne vous lâcherai plus. J'aurai l'honneur d'un grand homme à laver. Je vais vous essorer. À très bientôt, mes chéris. On va bien s'amuser ensemble. Et c'est pas la peine de vous enfuir au Bénichoustan ou autre trou du cul du monde. Moi et mes gars, on vous trouvera où que vous alliez. Comptez sur moi. Au nom de l'armée française, colonel Bittard, 14e régiment des chars de la marine à vapeur, chevalier de l'ordre du Glandeur. Voilà. C'est malin, Lecomte. On a toute l'armée française contre nous, maintenant. Je ne regrette pas, je retire simplement un événement, c'est que je n'ai jamais pilonné les arrières de Couillard. Oui. Gérard, vous semblez dépassé par... Non, mais ce que j'aime bien, c'est que vraiment, je regarde Patrice Lecomte, il est vraiment absolument convaincu que ces deux personnages existent. Mais c'est pas vrai, ils n'existent pas. Et le Bénichoustan, ça existe pas non plus? Le Bénichoustan, ça dépend qui est assis à côté. C'est un beau pays, le Bénichoustan. Oui. Ah oui, moi j'ai envie d'y aller, pas en avion, mais je vais y aller. Raphaël, le plus grand vendeur de disques cette année, c'est un autre extrait de son album Caravane. C'est décidément bien. Mais c'est justifié, absolument. Enfin, il y a 2 ou 3 chansons de bien. Il se trouve que ce sont les singles, mais il y en a aussi. Tout l'album n'est pas génial, mais celles-ci sont vraiment formidables. Et il est mignon quand même. Ah, vous le trouvez mignon? Ah bah attends. Ah oui, il est assez... Ah oui, c'est votre genre, Raphaël. C'est pas mon genre, mais il est très mignon. Quand est-ce que vous avez chanté, vous? On vous a jamais proposé un disque? Non. Non, mais moi je chante vraiment très mal. Je croyais que tu avais fait une émission où tu changeais de vie avec Roberto Alagna et tu lui avais appris à être drôle et il doit t'apprendre à chanter. Ça se fait, ça ou pas? Oui, ça va se faire. Elle va chanter alors. Est-ce que comme Muriel Robin, vous seriez prête à lancer un appel sur les ondes? Vous avez vu Muriel Robin au journal de 20h. Je suis comédienne, je cherche un rôle au cinéma. Vous avez vu ça au 20h Non, je l'ai pas vu, on m'a dit. Ouais, dimanche soir. C'est vrai, mais c'est... Vous voulez pas passer une petite annonce, vous aussi? Mais non, mais ça fait, tu sais, quand tu fais une annonce, ça fait un peu minable, quoi. Comment réagit un réalisateur? Vous avez vu l'appel, non, Patrice Lecomte? Non? Non, je l'ai pas vu. Courage fuyons. Non, je l'ai pas vu, je savais pas Imaginons que vous voyez cet appel. Oui.
Comment réagirait-vous? Non mais c'est la question que je me suis posée. Vous l'avez vu, vous, non? Non, non plus. Enfin, c'est quand même une chance d'avoir le 20h pour lancer ces petits appels. Est-ce que c'était un appel vibrant et pathétique? Ah, c'était vibrant. Elle pleurait, Muriel. Mais non. Ah, je vous jure, si. Quelle comédienne! Et donc moi, mon idée, c'est de me dire, mais alors, comment réagissent les producteurs ou les réalisateurs? Mais on va le savoir, Patrice. Alors, Donc là, tu as eu maintenant l'intégralité du message. Comment réagis-tu? Vas-y, Je trouve ça original et à la fois original et un peu déplacé, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe parfois, c'est quand un acteur ou une actrice a un comportement personnel vis-à-vis d'un metteur en scène en lui disant j'aime beaucoup ce que vous faites, j'adorerais qu'un jour ou l'autre il y ait un projet qui nous réunisse, etc. Et ça, c'est vrai que pour un réalisateur, c'est extrêmement flatteur. C'est juste embarrassant si on peut pas blairer l'acteur. Mais non, mais si c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est une démarche qui est originale. Il faut pas imaginer que les acteurs sont simplement des gens qui sont assis à côté de leur téléphone en attendant que ça sonne, mais d'appeler c'est ce qu'il vous reste à faire, Anne. D'appeler la France entière en disant j'aimerais bien qu'un réalisateur. Je sais pas si ça portera ses fruits. Alors là où je suis quand même complètement d'accord, c'est que c'est quand même beaucoup plus dur au cinéma pour les femmes comiques que pour les hommes. Oui. Bah quoi, oui, regardez ça. Les femmes comiques, elles doivent faire leur film, elles doivent écrire, voilà, c'est tout. C'est pas un hasard si les femmes comiques, elles font leur film, parce qu'il y a un moment, on n'est Pourquoi? pas... Parce qu'il n'y a pas de rôle pour les femmes comiques. désirées par les metteurs en scène, c'est vrai. C'est le cas de beaucoup de comédiens. Oui, c'est de ne vrai. pas être désirés. La bonne tactique, c'est de dire qu'on est débordé. C'est le mieux. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Anne Romanoff, Philippe Gueluc. C'est émouvant. Non, c'est... Patrice Lecomte, Elisabeth Lévy, qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non, je suis un peu bouleversé parce que bon, faut révéler un peu notre petite cuisine. Pendant le flash, on n'a pas écouté les informations, on a parlé du drame que vous avez évoqué. Il y avait vraiment une vraie émotion dans le studio à propos de cet appel de Muriel Robin. J'ai rarement vu les... Non, c'est vrai, il y avait quelque chose qui passait, qui était touchant chez Philippe. Oui, Anne, enfin, moi j'ai bu, je peux dire la vérité, j'ai bu un verre de jus d'orange, mais c'est comme ça que se traduit mon émotion. Oui. L'homme aux mains greffées va rencontrer la greffée du visage. Oh là. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans la presse ce matin. J'espère que c'est pas pour lui flanquer une baffe. Regarde, j'ai ma main, t'as un visage. Paf! Il y a des trucs, le matin on se réveille, on voit ça dans les journaux, on se dit c'est pas possible. Oh, il y a pas de photo. Jusqu'où ils vont aller, quoi. C'est quand même énorme, ce titre. Mais c'est le même chirurgien, non? C'est Denis pas ça Châtelier, 39 ans. Bah, exactement, c'est le professeur du Bernard qui les a opérés. En plus, ils sont pas célibataires tous les deux, ils vont peut-être se mettre ensemble. Voilà, il a subi le 13 janvier 2000, il y a quand même donc déjà quasiment 6 ans, la première greffe mondiale des deux mains. Il doit rencontrer avant Noël, à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, la patiente qui a reçu la première greffe partielle de visage. Et c'est Emmanuel Béard qui va commenter la rencontre. Je vais la rencontrer pour l'encourager dans cette belle aventure. Voilà. Et les mains. Cette belle aventure, elle s'est fait dévorer par son chien. Quelle belle aventure, merveilleuse. Voilà. La jeune femme de 38 ans, gravement défigurée en mai par son chien, devrait rentrer chez elle avant Noël, mais le greffé des deux mains va lui rendre une visite. C'est génial. Mais quand vous même. vous êtes jamais demandé ce que ça faisait? Si tous les caresser greffés des deux mains quelqu'un voulaient bien avec se donner la greffe. Avec une main greffée? Pardon? Ah non, moi je me suis toujours demandé ce que ça faisait de caresser un visage avec une main greffée. C'est pas pire que bizarre, caresser. Mais il y en a aucun des deux qui sent quoi que ce soit. C'est comme quand tu caresses des seins avec une prothèse, ça doit faire spécial aussi. Quand tu caresses des seins avec une prothèse. Et une prothèse Tu de utilises quoi? ta Une prothèse pour Quand caresser tu caresses seins, des non. prothèses de seins. Oui, voilà. Voilà. Des Non, prothèses non, mammaires. j'avais pas Des compris. prothèses mammaires, voilà. Parce que D'accord. caresser un sein avec une jambe Laisse ta mère artificielle, par tranquille, exemple, hein. c'est pas très excitant. quoi. Et sent un plus autre rien. problème, hein, les Anglais commencent à parler de la donneuse de bas du visage, menace sur l'anonymat de la donneuse. La presse britannique enquête à cause de la médiatisation de l'affaire. On sait déjà de qui il s'agit, le frère même de la donneuse. En plus, dans son quartier, on la reconnaît parce qu'elle a plus de bonne... La pauvre est décédée. Alors, moi, je vais pas transmettre les infos parce que je trouve ça pas Quelqu'un bien. a mais- donné la donneuse? Mais dans le Parisien, on nous dit à quel endroit elle est décédée, quel jour. On nous dit que les Anglais vont dans le village interviewer le frère de la femme donneuse. Selon le journal anglais, le Mail on Sunday, la famille de la donneuse est furieuse, scandalisée par l'attitude des médecins dans cette affaire. Le frère, la sœur et le conjoint de la défunte sont aux abonnés absents depuis plusieurs jours car ils ne veulent pas répondre aux
journalistes, mais ça veut dire qu'on a retrouvé la donneuse, que son anonymat n'a pas été garanti. Non, mais c'est fou dans ce pays, comme les anonymats, en règle générale, ne sont pas garantis. Non, et c'est vrai que c'est dingue, quoi, de savoir que finalement, maintenant, toute la famille de la donneuse sait que le bas de visage de cette femme est à Lyon. Mais surtout, ça relève du secret et qu'en plus, médical. Le bas du visage de leur maman, de leur frère ou de leur femme va rencontrer le greffé des deux mains. C'est parce que la famille de la donneuse ne veut pas perdre la face. Franchement, je trouve ça très grave parce qu'il y a un secret qui était jusqu'à présent particulièrement bien gardé. C'était plus le secret judiciaire, c'est le secret médical. Comme vous savez, on va de plus en plus vers l'informatisation et notamment la création du dossier médical unique. Et imaginez ce que ça donnera. Ça donnera des catastrophes parce que c'est évident que le secret ne sera pas préservé. Non, puis là, on en rigole, mais cette femme, c'est pas encore sûr que la greffe va prendre. Enfin, tu vois, c'est quand même... Évidemment, elle va peut-être rendre le bas du visage à la famille. Qu'est-ce qu'elle a fait de son chien? On le sait, ça? Le chien? Non, on a greffé les dents du chien sur quelqu'un. Sur le grand-père. Qui n'en avait plus. Non, mais c'est affreux. C'est Mais affreux. oui, ah non, mais on devrait pas rire avec ça. Rire Non, avec mais on rit D'ailleurs, pas. on rit pas. non, non, non. Le chauffeur du prince héritier du Qatar, sans transition, surpris à 232 km/h. Le chauffeur du prince héritier du Qatar a été flashé samedi dernier sur l'autoroute en direction de Calais, aux environs de Saint-Omer. C'est donc dans le Pas-de-Calais, vous l'aurez compris. Alors, il a une bonne excuse, quand même. Pourquoi il roulait à 232 km/h? Le truc était bloqué, une fois de plus. Non, il était chargé de conduire en urgence cette voiture à Londres, où le prince héritier devait atterrir. Il fallait donc qu'il arrive avant que l'avion du prince du Qatar Bien sûr. atterrisse lui-même. Donc il fallait qu'il roule plus vite. Qu'il fallait qu'il roule plus vite qu'un avion. Exactement. C'est pas lui qui va m'écrire pour dire que les avions polluent trop. S'il prend l'avion pour le patron et la voiture pour le chauffeur en dessous, c'est un peu crétin, non? C'est comme ça, c'est dingue, Pourquoi il n'y a quand pas même. de voiture à Londres? Ah ben, il ne supporte que sa propre Sa voiture. voiture Tu connais pas préférée. le prince du Qatar, c'est un type très sympa, très sympa, mais il a des habitudes, des manies. Et ça, il Mais c'est quand même dingue, c'est vrai que le chauffeur roule à toute vitesse pour rattraper arriver l'avion, avant c'est l'avion. génial comme histoire. Hein. Ouais, mais il est habitué à rouler dans le désert, peut-être, où il n'y a Bon, pas mais de alors, flash. est-ce qu'on lui a piqué sa bagnole en race campagne? Non, ce qui est idiot dans cette histoire-là, c'est, alors, je ne sais pas d'où il venait, le prince du Qatar, mais peut-être qu'il venait du même endroit que le chauffeur et qu'il aurait eu aussi vite fait de rester à l'arrière de la voiture. Non, Mais oui, c'est il une aurait question pas eu qu'on les- peut se poser. Il aurait pas dû aller à l'aéroport, perdre du temps avec les bagages, passer Bon, mais dans alors, le est-ce qu'il scanner s'est fait et tout. arrêter après s'être fait flasher? Mais je crois que les Est-ce qu'on lui a pris sa chauffeurs aiment bien voiture? aller vite. Moi, une fois, j'étais montée dans la voiture d'un ministre. Oh! Non, mais il y a longtemps. D'un ministre de l'Intérieur. Qui m'avait Waouh! prêté sa voiture. Nicolas Et- Sarkozy, Non, non. non, Daniel Non. Vaillant, quand il est ministre Daniel de- Vaillant. Ah oui, du 18e arrondissement, Voilà. c'est votre quartier. Et j'ai traversé Paris en un quart d'heure. Mais dans la famille, ils aiment rouler vite. Il y avait déjà Michel Vaillant. Le coup de la baguette magique, est-ce que vous avez vu Pascal Lamy avec sa baguette magique à Hong Kong ouvrir la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce? Il a essayé de faire un peu d'humour. Ça a pas, on voyait enfin Chinois rire, enfin on savait pas s'ils riaient, mais en tout cas ils Ça, avaient... ça, c'est la Avec, traduction simultanée, hein. Ça c'est toujours problématique. Voilà, mais il était là avec sa baguette magique en disant attention, ça ne marche pas toujours, mais quand même il faudrait une baguette magique pour relancer les négociations à l'OMC. Elle ne marche pas très bien, a-t-il dit, mais elle ne marchera que si tout le monde y croit. Voilà. C'est marrant qu'ils essaient de faire de l'humour. C'est pas vraiment Oh, drôle, non, ça. non, là, oui. La même avec la S'il a meilleure essayé, c'est volonté. mal imité, Oh, ben, hein. Gérard, c'est toi qui dis ça. Je trouve que ça ressemble un peu au petit sketch que tu fais. On a tout essayé. Hein. Avec une baguette Avec magique. une baguette magique. Ah oui? Ça ressemble furieusement à ça. Mais c'est vrai, regardez, il a l'air ridicule avec sa baguette magique. Ouais. C'est Ridicule, fou, ça. oui, Pascal mais pas Lamy, c'est drôle. peut-être de la famille d'André Lamy, non? Il est pas au pénal. Ils ont le même humour, peut-être. Vous le voyez toujours, André Lamy, Philippe Gueluc? Je ne l'ai même jamais vu avant. Oh, Pourquoi papa, je le papa, verrais papa. toujours? Non, mais on s'imagine Ah là que là. les Belges voient tous les Belges. Il y a Oui, quand même mais- une solidarité belge. C'est incroyable, hein. Les rats quittent le navire depuis qu'il est plus connu, vous le connaissez pas. Hein. Alors là qu'avant, là c'était là votre là. ami, l'ami Mais de oui. Michel Drucker. Souvenez-vous. C'est pas parce qu'il s'appelle l'ami que c'est mon ami à moi. L'ami C'est de pas l'ami et l'ami. L'ami. Et puis il a été sur Europe 1. Vous le Bien connaissez sûr. mieux que moi. Ah, pas à la même époque. Moi, j'avais fui. J'étais à France Inter Vous à voyez cette époque. comme Moi, vous j'ai vous connu défendez. les grands. J'ai connu Gérard. J'ai connu Laurent Gérard, l'ami de Gérard. Oui. Il paraît qu'il fait une chanson sur vous Mais dans son oui. spectacle, Gérard. Une chanson. Oui, oui. Il paraît que c'est sur Madame Thatcher. Mais non, Alors, peut-être Gérard il fait Miller. la chanson de Renaud
Voilà. qui était Margaret Thatcher, et en terminant par Gérard Miller. Mais oui, À part absolument. peut-être Gérard Miller. Ouais. Mais il paraît qu'il fait des choses Quel sur... triomphe, Ah, Gérard. écoutez, franchement. Mais il paraît qu'il fait des choses sur vous aussi. Il paraît que toute l'équipe y passe, hein, Ben, vous en tête. du coup, là, il y a des journalistes de temps en temps qui me téléphonent pour me donner mon avis sur Laurent Gérard. Donc, Moi aussi, on m'a appelé il hier faut que pour j'ai me un demander avis mon avis. sur Et là, Laurent vous Gérard. avez malheureux. quel avis donnez-vous? Ah ben j'ai dit écoutez, je trouve ça formidable, on fait la même chose que lui, on déconne sur tout le monde, il a le droit de s'amuser et de Ah, se vous moquer. avez été gentil, vous. Se moquer. Non, j'ai quand même ajouté, et puis après tout je prends comme un hommage le fait qu'il s'attaque précisément à Thierry Ardisson, Marc-Olivier Fogiel et moi-même, parce que ses animateurs préférés sont Michel Drucker, Laurent Boyer, je ne sais plus qui d'autre d'ailleurs, qui sont trois animateurs qui ne font que encenser les invités qu'ils reçoivent. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un ego surdimensionné, parce que forcément quand on sort d'une émission de Drucker ou quand on sort d'une émission de Laurent Boyer pendant laquelle pendant 1h30 on vous a dit que vous étiez le plus génial, le plus formidable et le plus drôle, faut évidemment comprendre que ça devient les meilleurs animateurs du monde, et ne pas aimer ceux qui posent des questions qui dérangent parfois comme Ardisson, Marc-Olivier Fogiel et moi-même, c'est un signe de faiblesse, et c'est donc rendre hommage à nos qualités de journalistes. Voilà. Vous êtes plus doué. Et après cet exercice d'autosatisfaction, Bah, c'est parce que c'est la vérité, pardon. Parce mais- que Laurent, quand on sort d'une émission de Laurent Boyer où pendant 1h30 il vous a dit que vous étiez génial, c'est pas forcément vrai. Voilà. Mais Merde. qui est Laurent Boyer? moi, je considère que c'est Laurent Gérard que j'ai vaguement connu à un moment donné, qui était un garçon comme ça, plutôt insignifiant, gentil, qui était, moi, j'ai expliqué que pendant très longtemps. La vengeance. Non, Gérard. mais pas du tout. moi, je C'est trouve lui qui assez se venge de drôle. moi, parce que j'ai toujours dit pendant très longtemps qu'il était un jeune beauf, ce qui est incontestable. C'était un jeune beauf à la vulgarité satisfaite mais inoffensive. Et puis en vieillissant et le succès aidant, c'est vrai qu'il s'est pris pour un leader d'opinion. Il est devenu finalement de plus en plus emphatique et de plus en plus haineux. Et ce qui est très inquiétant, si vous voulez que je sois sérieux une seconde, c'est qu'on voit bien que le petit monde de l'humour, regardez ce qui se passe du côté de Dieudonné, s'est radicalisé du côté du pire et que ça n'est pas rassurant. C'est-à-dire que toute la société se radicalise actuellement d'une façon un peu inquiétante, et c'est quand même surprenant que vous ayez à la fois Dieudonné, à la fois Laurent Gérard, c'est-à-dire des gens qui témoignent quand même Je vois pas d'une le haine. rapport. Dans la chanson en question, on me l'a envoyé il y a quelques jours, je la connaissais pas, il dit le mot haine, c'est vraiment autour de ça que ça tourne. Mais quand ça- c'est des rappeurs, vous trouvez ça- ça vachement bien. Mais pas du Le tout. mot haine. Les rappeurs témoignent aussi du fait que c'est tout à fait inquiétant, évidemment. Mais c'est Bah, drôle je que connais vous pas cette répondiez. chanson, Gérard, mais mais peu importe, la moi, chanson il m'a la souvent chanson fait c'est rire, celle de Laurent Renaud, Gérard. c'est une caricature, c'est Je pas trouve qu'il ça. s'attaque un peu aux vaches sacrées de l'époque, c'est quand même plus rigolo. C'est pas n'importe lesquelles vaches sacrées, franchement. Je vous assure que c'est pas n'importe Moi, ça me lesquelles. Il surprend. s'attaque. Non, je vous Je assure. connais pas assez il y a- l'œuvre de Laurent Gérard, Mais mais ça, moi, il m'a souvent ça fait ne me rire, surprend je pas dois que vous l'aimiez dire. bien. Il y a une lepénisation des esprits Ah bah aujourd'hui, oui, moi, et les je- humoristes y participent. C'est tout. Mais à part ça, bon, voilà, c'est quelqu'un. C'est pas parce qu'il a aussi une malformation de la glotte qui fait qu'il est extrêmement Mais vous doué avez dans pas les compris, imitations. Gérard Miller, qu'il ne suffit plus de dire Le Pen pour discréditer. J'ai pas dit Le Pen, j'ai dit lepénisation, ce qui est pas du tout pareil. Je crois que Le Pen, au contraire, est actuellement. Vous n'en avez pas marre. Le Vous en avez Pen pas est en marre train, de au ce truc de la contraire, de tomber au lepénisation. fond du trou, et qui a à part Hein ça une lepénisation des Ah, esprits. vous Qu'est-ce pensez qui que Le vous Pen est choque? en train de tomber au fond du trou? Oui, parce Vous êtes bien le que seul à le Sarkozy penser. remonte. Mais parce qu'effectivement, la droite républicaine a repris toute une série de ses thèses. Bon, en tout cas, André Lamy, lui, il était pas comme ça. Non. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec les mêmes, hein, on les garde. Gérard Gérard Miller, Laurent et Gérard Oh, quel Miller. lapsus! Anne Roumanoff, Mais bien Miller. Patrice Lecomte, Elisabeth Lévy et Philippe Gueluc. Bravo. Bon, alors, est-ce qu'il va bien, monsieur Bouteflika, là? On a des, C'est inquiétant. on a des rumeurs, hein, depuis qu'il est hospitalisé. Là, on sait pas, 18 jours d'hospitalisation et on nous dit rien. Omerta médicale, dit François. Une si longue hospitalisation. Bouteflika au secret. Les rumeurs vont bon train sur l'état de santé réel du patient, du président il y a quelqu'un. algérien, rentré au départ pour un bénin ulcère hémorragique au niveau de l'intestin. Bon, on C'est parle- peut-être pas bénin. Interrogez ulcère Philippe Gueluc, vous étiez à hémorragique. l'hôpital il y a pas très longtemps, Philippe. Vous avez Dans la fait salle du- des urgences, j'ai vu Monsieur Bouteflika. Voilà. Vous n'étiez pas au Val-de-Grâce, vous, hein, vous étiez Non, à non, Cochin. non, à Cochin, moi. Bon, alors. J'ai péri, Bouteflika, moi, je sais j'essaie pas, mais de- moi j'ai eu des informations récemment sur le décès de Yasser Arafat. Vous savez comment ça s'est passé? Non. Il était soigné dans un hôpital en France, il était dans les vapes, et il est revenu à lui tout doucement, puis il a vu un homme en blanc penché au-dessus de lui. Il lui a dit « Qui êtes-vous » Il a dit « Je suis le professeur Israël ». Boum, il est retombé dans les pommes. Alors il s'est réveillé quelque temps plus tard, et il y avait tout le corps médical penché au-dessus de lui. Il a dit « Où suis-je » Ça va, vous êtes un Villejuif. Il est retombé dans les pommes. Et après, il s'est réveillé, enfin, et il a dit, quel temps fait-il? Il aurait fait, Mossad. Et il est mort.
Les petites phrases des politiques. Vous savez que c'est une sorte de marronnier. Le jury du Press Club se réunit régulièrement pour décider de ceux qui seront nominés pour éventuellement recevoir le prix de l'humour politique. Alors, il y a différentes catégories de phrases. Il y a l'humour volontaire et l'humour involontaire à chaque fois. On se souvient par exemple, et c'est la presse qui nous le rappelle, que l'an dernier, Nicolas Sarkozy avait remporté le prix. C'était au mois de juin dernier, avec la fameuse phrase « Je ne suis candidat à rien ». Bon, là, c'était pas vraiment de l'humour volontaire, c'était de l'humour involontaire de la part de Sarkozy. Beaucoup avaient moqué, c'était évidemment moqué de cette petite phrase « Je ne suis candidat à rien » venant de Sarkozy. C'est vrai que c'était drôle. Hitler aussi était candidat à rien. Oui. Alors là, je vous donne la dernière sélection. Il y a cette petite phrase de Dominique de Villepin: le pétrole est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare. Il voulait dire qu'il va se faire de plus en plus cher. C'est beau comme du Raffarin, quand même. C'est pas mal, ça, quand même. Il y a la phrase aussi de la ministre de l'écologie, Madame Nelly Olin: on a tellement de choses à se mettre dans la tête qu'il est inutile de s'encombrer le cerveau. Ça, c'est bien vrai. Elle pourrait gagner aussi. Alors ça, c'est de l'humour involontaire. Vous avez en revanche de l'humour volontaire. J'imagine Azouz Begag, dont on a tant parlé pendant les phénomènes des banlieues. Le ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances, qui avait eu une petite mini-polémique au sein même du gouvernement avec Monsieur Sarkozy. Azouz Begag avait dit « Je ne suis pas l'arabe qui cache la forêt ». C'est très drôle. Là, il l'a fait exprès. Elle est un peu éculée, celle-là, quand même. Il y a aussi Arlette Laguillet. Est-ce qu'elle l'a fait exprès? Je crois pas. Mes idées n'ont pas pris une ride. Dans Marianne, ils ont fait une petite blague là-dessus qui m'a bien fait rire. C'était quoi? Mes idées n'ont pas pris une ride, elles en ont pas perdu non plus. Voilà. Oui, ça t'a fait rire, ça. Bon, c'est pas mal. On comprend pourquoi vous aimez Laurent Gérard maintenant. Ah ouais? Mettre une taxe sur des billets d'avion qu'on ne paye jamais, c'est un comble pour un président. Ça, c'est une phrase d'humour volontaire signée d'un député socialiste du Puy-de-Dôme, Madame Odile Saugue, qui se moquait évidemment de la mesure prise par Monsieur Chirac, qui lui-même, c'est vrai, avait été poursuivi pour des billets d'avion pas payés et qui maintenant veut mettre une taxe sur les billets qu'on paye. Bon, c'est vrai que je suis pas sûr qu'elle gagne avec ça. Ah, il y a celle de Giscard qui est pas mal à propos du référendum cette année. C'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum à condition que la réponse soit oui. Je trouve que c'est une des meilleures. Peut-être. Plus significative. Et puis alors, il est sélectionné 2 fois, Giscard, parce qu'il a eu cette autre phrase à propos de la Constitution européenne. C'est un texte facilement lisible, limpide et assez joliment écrit. Je le dis d'autant plus aisément que c'est moi qui l'ai écrit. Il mérite peut-être pour cette phrase-là. Hein. Laquelle vous choisiriez, vous, Gérard? Moi, j'aime bien celle sur le référendum. Il avait dit, c'est pas grave, si les Français votent non, on les fera revoter. Oui. Pour l'instant, ça n'a pas encore marché. Mais je préférais qu'on parle pas du référendum parce que j'ai le même avis que Elisabeth Lévy là-dessus. Ça, c'est m'arrange vraiment pas trop, emmerdant. Hein. Ça risque de vous emmener. Ouais, ça c'est C'est vrai. quoi votre avis J'étais plutôt pour le non. Je crois qu'Elisabeth Lévy aussi. Donc là-dessus, on s'était retrouvés. Mais c'était peut-être pas le même nom. Voilà, allez, absolument. Allez, Vous rassurons-nous. Ils sont marrants tous les deux. Hein. Ça s'appelle l'amour, Laurent. Non, Anne Romanoff est très triste. Elle pensait que vous vous intéressiez un peu à elle. Maintenant, elle voit que vous tournez vers non, mais Elisabeth à elle, Lévy. je m'intéresse vraiment. C'est différent. Ah. Elle est contente. Parce que je sais, Gérard, que vous êtes le genre d'homme d'Anne Romanoff. Ah non, Ah quand oui. même pas. Non, mais c'est... Non, mais c'est... Non, mais je le trouve tout à fait. Il a un charme juvénile, vraiment. Non, mais moi... C'est vrai qu'il fait- alors là, il fait pas son âge. S'il y a bien un Non. truc qu'on peut dire de Gérard, c'est qu'il fait pas son âge. Et c'est combien? Ça C'est dépend. 50. C'est Ça 59. dépend. Quel âge a-t-il? Oui, c'est ça. Je dis en général, ce compliment commence bien et après, oui. on me demande quel âge Alors, j'ai. c'est Donc ça, 59 ou 57? Non, mais vous avez la cinquantaine, Gérard. Bien avancé, faut le dire. Je vais la voir très très rapidement, la Non, cinquantaine. enfin, Gérard. Bah, vous faites pas vos 5 ben alors, non. Allez, allez. 1 ou 2 ans près, je sais pas, mais vous avez environ alors. 55 ans. Bah, vous les faites pas. Voilà. Très bien. Ah, Parfait. 57, Merci il a. beaucoup. Un peu de musique avec les hommes à tout faire. La chanson qu'ils interprètent, La table de bistrot. Gueuluc, Miller, Lecomte, Roumanoff, Lévy. Un mot sur les dernières heures du condamné Williams, qu'Arnold Schwarzenegger n'a pas voulu gracier, puisque le gouverneur de Californie, bien qu'ayant croisé quelques années auparavant, des dizaines d'années auparavant, Stanley Tookie Williams sur une plage où ils avaient été photographiés ensemble montrant leurs muscles, eh bien, malgré cette rencontre, Schwarzy n'a pas voulu gracier le fameux Williams qu'il avait connu, qui était devenu ensuite chef de gang, ce qu'il y a, qui est senti en prison. Ce alors, qu'il y a, c'est que dans ces films, il graciait pas grand monde déjà. voilà. Je n'arriverai pas à dormir. C'est comme tuer quelqu'un. Refuser de gracier quelqu'un, ça veut dire qu'il, enfin, tu vois. Giscard et Pompidou Giscard, l'ont pour fait. Buffet Bontemps, notamment. Mais bon, Je dors très bien. c'est non, mais bon.
Il dit qu'il l'a Mais fait. d'autant plus que le D'ailleurs, type- Giscard ressemble un peu à Schwarzenegger quand on les regarde. Oui. Tout ce qu'il n'a pas en largeur, il l'a en hauteur. Mais quand on y pense, le type s'était converti, était devenu un militant de la non-violence. Donc finalement, il a condamné à mort un militant de la non-violence. Oui, mais en même temps, Schwarzenegger dit, voilà, les faits ne justifient pas que j'annule le verdict des jurés ou des tribunaux, et sa rédemption, la rédemption de Monsieur Williams, est-elle complète et sincère, ou est-elle juste une promesse creuse? Est-ce que c'est pas facile d'un seul coup? Ça, on saura jamais. Je me fais l'avocat du diable, hein, là, attention, Non, mais évidemment, bien moi je suis sûr. contre la peine de mort, mais je me fais l'avocat du diable en disant, bah oui, est-ce que c'est pas facile une fois qu'on est en prison de dire, ah attention, maintenant je suis pour la non-violence. Mais évidemment, c'est un truc de l'âge. On tue tout le monde, après on est condamné, on dit oh moi je suis pour la Non, mais non-violence. Pompidou aussi, d'ailleurs, je disais Buffet et Bontemps. Je crois que Buffet et Bontemps, c'était peut-être Pompidou et Giscard, c'était quelqu'un d'autre. Oui, c'était... Bah, Giscard, c'est le pullover Le rouge. pullover rouge, Ranucci, oui, c'est absolument. Ranucci, Oui, ça. Et Buffet et Bontemps, c'était Pompidou. Dans un geste ultime de défiance, en tout cas, le condamné Williams a refusé le dernier repas et l'assistance d'un conseiller spirituel, nous raconte le Figaro, quoi. C'est con, un dernier repas. C'était du ton. Attends, c'est l'occasion de manger du thon, là. Il a mais passé les derniers moments de son existence au téléphone. Le condamné le plus célèbre des États-Unis On sera lui a dit que c'était- sanglé sur la table de la salle d'exécution. Un homme lui a introduit 2 seringues dans les veines. L'une des 2 seringues lui a injecté un sédatif et l'autre un cocktail mortel, du chlorite de potassium pour le paralyser, puis du bromure de pancuronium pour Arrête, provoquer un c'est arrêt horrible. cardiaque. Mais c'est bien de le dire parce que ça montre un peu l'importance du geste. Le processus prend environ 20 minutes. Oh la vache. Et dans 2 mois à peine, eh bien, Charcy sera confronté au même problème puisque le gouverneur de Californie devra à nouveau se pencher sur le dossier d'un condamné à mort, Raymond John, qui a 76 ans, qui est aveugle et infirme et dont la mort est programmée en février prochain. Mais lui, c'est plus facile pour l'exécuter. Pourquoi? Ben, je sais pas, on le fait aller dans un truc, on ouvre le balcon, il y a pas, et il y a pas de rambarde, et il est aveugle, il passe. Oh, on dit, on l'a pas fait exprès. Et comme ça, pas de problème de conscience pour Schwarzy. Plus d'1 millier de personnes manifestaient devant la prison à minuit 35. Il est mort, Stanley Williams, parmi lesquels, elle est toujours là, John Baez. Eh Et ça, oui. c'est incroyable. Nous avons Arlette Aguillet, ils ont John Baez. John Baez est toujours là. Non, mais elle est formidable, cette femme. Hein. Et Elle- il baise avec qui? Non, non. Ça, alors, celle-là a une barbe. Mais alors. oui, mais elle aussi. J'adore John Baez. Vous ne touchez pas à John Baez. Ah non, c'est pas mon genre. Here's to you, Nicolas Ironbert. Ta 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 ta. Oui, ça mais que vous c'est la peut-être ferez, un plus bel hommage, vous oubliez de le rendre. Ah, là, bah, c'est une chanson justement contre la condamnation à mort. Here's to Avec you. Sacco et C'est- Vanzetti. C'est Non, mais pas ça- par hasard que je la chante. Non, mais enfin, Laurent, c'est pas ça qu'il s'agit. Quand vous voulez dire que Picasso est un grand peintre, vous ne peignez pas. Donc, pour dire que John Baez est une grande Oui, chanteuse, mais ne enfin, chantez d'un autre pas. côté, on est à la radio. Bon, je chantais pas si mal la chanson. Non, pas parce si que mal, non, c'est non. ça. il y a ça, puis il y a aussi Don't Cry for Me Argentina. Oh là là là. Don't cry for me, Argentina. C'est génial. Enfin, ça, c'est oui. Sauf que, encore, pour Barthes et son copain, c'était effectivement des condamnés à mort exécutés de façon dramatique. Mais pour, l'Argentine aussi est condamnée à mort. Oui, enfin, sauf que c'est Eva Perón qui était supposée chanter cette chanson, femme quand même d'un leader légèrement dictatorial. Don't Cry for Me Argentina. Ouais. C'est mieux quand tu chuchotes. Ah, c'est vrai? Oui. Je suis mieux dans la chanson douce? Oui, absolument. Un Carla chanson Bruni. Encore moins. Non, moins fort encore. Aujourd'hui, je me dis, il n'y a pas Benichou, il n'y aura pas de chanson. Eh ben, comme quoi, on n'est pas à l'abri. Quand même. On écoute alors John Baez, chanson contre la peine de mort consacrée à l'époque à Sacco et Vanzetti, qui étaient des contemporains, d'ailleurs je le rappelle dans la pièce Landru, des contemporains d'un autre condamné à mort célèbre à l'époque, Landru. Bon, lui c'était peut-être un peu plus mérité. On peut pas vraiment comparer. Non, on peut pas comparer. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Laurent? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie d'étrange? J'ai lu Le Canard enchaîné, il y a une excellente critique. Il y a une excellente critique sur vous. Comment ça se fait? Eh ben, Sur la pièce? Bernard Thomas, le critique du Canard enchaîné, qui a apprécié Landru et particulièrement le talent de Régis Laspalès dans le rôle, rappelle la dernière phrase de Landru avant son exécution, quand on lui demande s'il est coupable ou innocent, parce qu'avant de mourir, quand même, enfin, est-ce qu'il va peut-être avouer? Et sa dernière phrase, c'est: quand on part pour un si long voyage, on emporte avec soi son bagage. On se retrouve après la pub. Pas mal. Leclerc. Philippe, je te dérange? On va se gêner jusqu'à 18h avec Miller, Roumanoff, Gueluc, Lecomte et Elisabeth Lévy. Monsieur Miller, si ça t'arrache pas la gueule. Je
Pourquoi vous me dites ça? Non, mais j'ai essayé de voir ce que Bénichou aurait fait ça, non? C'est un peu une phrase à la Bénichou, ça. Ah, ça y est, vous Bénichou. Non, non, C'est je me un demandais drôle de trouble de la personnalité. quel plaisir ça fait. Et puis Gérard, s'il vous plaît, ne dites pas si ça ne t'arrache pas la gueule au moment où il y a une dame qui s'est fait greffer le visage. Un mot sur on les peut s'arracher la gueule. Un mot sur les lecteurs du Parisien, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Et j'ai vu hier, d'ailleurs, il y a une très bonne émission sur e-télévision animée par Samuel Etienne, qui est le journaliste de la nuit, qui est vraiment excellent parce que il a sa façon à lui. Alors vraiment, c'est pas un présentateur comme les autres. C'est-à-dire qu'il met son grain de sel dans l'actualité. Il a de l'ironie, un sourire. C'est ce que j'appelle. J'aime voir les journalistes présenter le journal comme ça. Il présente la nuit seulement, mais il est excellent. Et en plus, il anime une émission où on voit des gens qu'on connaît comme Tesson, mais d'autres comme Pocrin parfois. Hier, c'était Guylaine Ottenheimer et même Philippe Val, qui est assez rare, même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas Philippe Val. Et je dirais pas dans quel camp je me situe, mais On devine. Mais en tout cas, voilà, il est rare à la télévision, voilà, et c'est bien de voir ces gens-là s'affronter. Philippe Tesson contre Philippe Val, c'est assez étonnant. Et hier, il y avait tout un débat autour de cette fameuse opération du président Chirac face au lecteur du journal Le Parisien. Et Guylaine Ottenheimer a juste raison. Ouais, il fait peur, comme vous avez dit, opération du président Chirac. Qu'est-ce qui se passe? Guylaine Ottenheimer a juste raison, disait que c'était scandaleux, que c'était la honte du journalisme français, parce que, en fait, évidemment, ils ont été reçus à l'Élysée dimanche, tous les lecteurs, mais ils n'ont pas posé leurs questions au président qui leur a répondu. Les questions ont été envoyées par courrier. Ce sont les services de l'Élysée du évidemment, président. 50 questions en une heure, ce serait un peu... Oui, mais elle dit, mais alors, pourquoi il ne fait pas de conférence de presse? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est mauvais. Oui. C'est pas quand il a fait avec Parce les que jeunes. les questions ont été mais été bon. Gérard, dans les conférences de presse, vous savez très bien aussi que les questions sont prévues à l'avance, que franchement... Un petit peu moins aujourd'hui qu'avant. En tout cas, il aurait fallu que ce soit les réponses du président et non pas les réponses des services de l'Élysée qui sont mis à plusieurs pour savoir quelle était la meilleure réponse à donner aux lecteurs. Écoutez, c'est là ça qui est drôle, c'est qu'on imagine que le président, c'est le président. Non, le président, c'est le président plus tous ses services. C'est ça qu'on appelle un président de la République. C'est pas un homme comme l'est un animateur de radio quand il a pas des gens pour écrire pour lui. C'est pas vrai. Le président, c'est tout son staff aussi. Oui, mais moi, ça aussi, ne me c'est choque vous. pas. Moi, vous savez, je ne suis pas que président de cette émission. J'ai mon équipe, c'est vous, Gérard, c'est vous, Patrice. Oui, mais nous, c'est le gouvernement, vous comprenez. Ça me on n'est surprend pas qu'on dise le président comme je vois pas en quoi ce serait plus rassurant si j'étais le président tout seul qui dans son bureau répondait. Moi, ça ne me choque pas. Le ministre de la musique, Serge Liado, nous attend au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour, que c'est gentil Laurent. Et justement, tout à l'heure, vous nous parlerez de votre vision de cette interview du président par les lecteurs du journal Le Parisien. Mais avant, les chansons qui se ressemblent. Et alors là, on est dans du standard, hein, parce que Frank Sinatra, Strangers in the Night, ça, qui ne connaît pas? Et vous dites, ça ressemble à du Tino Rossi. Tino Rossi, en 57, avait chanté une chanson intitulée Tango Magique. Le tango magique. Voilà. Et en 1966, Sinatra a enregistré Strangers in the Night. Il se trouve que c'est un hommage, en fait, que je rends à Francis Blanche, qui m'a précédé dans cette chronique sur les chansons ressemblantes, il y a une quarantaine d'années. Il avait révélé ce scoop. Il s'était aperçu qu'il y avait une ressemblance. De là, il y a eu procès. La SACEM s'était portée partie civile et les Français ont perdu ce procès. C'est une des deux plus grosses affaires de plagiat. Mais à cette époque-là, il y a 40 ans, on ne pouvait pas démontrer que les chansons se ressemblaient. Aujourd'hui, avec des ordinateurs puissants, on arrive à le faire. Alors écoutez jusqu'à la fin de la chanson, vous allez voir, je crois que j'ai réussi à ajouter à la chanson de Tino les quelques notes qui manquent chez Sinatra et qui font toute la différence. Je pense qu'il y a prescription. Hélas, aujourd'hui, la famille Tino Rossi peut pas attaquer la famille de Frank Sinatra. Je pense que c'est foutu, hein, c'est trop tard. De toute façon, la famille de Tino Rossi n'y est pour rien, puisque l'auteur et compositeur s'appelait, je crois, Philippe Gérard. Vérifions tout ça. Le tango magique et Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Tango, tango magique, troublant et romantique. Ton rythme est une étreinte d'amour. Tango, fait de mots tendres si doux qu'à les entendre les cœurs s'y laissent prendre toujours. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, for strangers in the night. Plus tard, quand nos ivresses feront à la jeunesse de loin les premiers gestes d'adieu,
L'écho de la musique de ce tango magique viendra nous bercer tous les deux. Bravo Serge, beau travail. Serge et Francis. Et alors je dois dire, ce qui est amusant, c'est la voix de Tino Rossi. J'avais oublié cette voix incroyable. Mais elle est inoubliable. Inoubliable. Ah, moi, j'ai toujours du mal à m'y faire. Hein. Et vous savez ce qui a perdu Frank Sinatra dans cette histoire, c'est qu'un jour il a chanté Strangers in the Night, Chicky Chick. Oh Catarina Bella. Tch, tch. C'est génial, Tino Rossi. Ouais. On se passera, tiens, Tino Rossi en entier, un de ces quatre. Ah oui. Oh tiens, peut-être Petit Papa Noël. Hein Oh non, non. C'est pas con ça. Ah, alors là, vous avez un esprit avec Je peux même vous dire qu'on va recevoir Laurent Rossi, son fils, dans On a tout essayé bientôt, puisque la chanson de Tino continue à se vendre comme des petits pains à chaque mois de décembre, chaque année. La chanson Flash, d'abord, justement, intéresse le sujet abordé précédemment, Jacques Chirac répondant au lecteur du Parisien. Oui, c'est ça. C'est une révélation dont on a parlé aujourd'hui dans la revue de presse à Europe. D'après le Canard, parmi les lecteurs et lectrices du Parisien reçu dimanche à l'Élysée, il y avait des délinquants et des repris de justice à se demander si Chirac s'est pas fait piéger. Les braves gens s'étonnent, mais que fait la police? Normalement, les RG auraient dû filtrer. Il faut un thermostat en matière de justice, car chez nous c'est ou trop, ou pas assez. Joli. De toute façon, il y avait au moins un délinquant sur la photo. Mais alors c'est quoi l'affaire des délinquants? Des délinquants, ce qu'on appelle les délinquants, des gens qui sont déjà passés devant la justice. Absolument. Ou qui ont déjà été. Oui, Michel Grotière en a parlé ce matin dans sa revue de presse sur Europe 1, c'est vrai, mais après tout, c'était aussi des un questions. reflet de la diversité de la France. Exactement, Voilà. Exactement. Vous n'avez jamais été en prison, vous, Serge Viado? Non, pas encore, mais ça va venir. Vous, c'est vrai que c'est plutôt la guitare que le violon. Oh. On se retrouve demain à la même heure. Après ça, je peux pas faire mieux. Et après la pub. Allez, 8 dernières minutes avec Gérard Miller, Patrice Lecomte, Elisabeth Lévy, Anne Romanos, Philippe Gueluc. Ah tiens, dans le journal gratuit 20 minutes, on nous parle d'une anthologie Audiard, cinéaste, qui peut-être peut vous intéresser, Patrice Lecomte. Audiard père. Voilà, oui, si vous êtes un fan de Michel Audiard. Oui, bien sûr. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on nous parle surtout des films qu'il a réalisés, des titres de ces films. Oui, mais les titres étaient quand même assez rigolos. Il faisait 3 kilomètres de long. Ah oui, alors, par exemple, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Et c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Voilà. Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Et le drapeau noir flotte sur la marmite. Et elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle flingue. Cause. Ah bon, mais c'était mais elle flingue. Non, mais cause. Ah oui, avec Françoise Rosé. Et au début, il faut savoir qu'il y avait dans le titre, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, elle baise pas, mais elle cause, et le elle baise pas a été enlevé parce que... Ça faisait trop long. Parce qu'à l'époque, ça ne marchait pas sur les affiches. Non. Et à propos du titre, comment réussir quand on est con et pleurnichard, le journal nous signale que c'est la première apparition du mot con en toutes lettres dans un titre de film français. Le mot con n'avait encore jamais été utilisé dans un titre. Mais dans les chanteurs, oui, les compagnons de la chanson. Gérard Miller. Gérard. Parfois, je me dis que Laurent Gérard a raison. Vraiment. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait écrire ces 3 petits points. Et la paix. Et la paix respectueuse. La paix respectueuse, avec cette histoire qu'il y a eu un jour en province, il fallait écrire la paix respectueuse. Et un jour, il y a, dans une représentation en province, il y a des gens qui ont imprimé l'affiche du spectacle et ils avaient écrit la putain R, 3 petits points. Aujourd'hui, en tout cas, sort sur tous les écrans un film au titre assez ravageur aussi. Comment réussir quand on est King Kong et pleurnichard. Alors là, la presse est plutôt bonne, hein, je dois dire, pour le film de Peter Jackson, version de La Belle et la Bête, hein, puisque au départ, il faut savoir que dans les années 30, quand le film est sorti, c'était effectivement une sorte de remake de La Belle et la Bête, King Kong Superstar. Le film a coûté 207 millions de dollars. C'est beaucoup, Patrick? C'est beaucoup, oui. C'est énorme. Par rapport au budget des Bronzés, c'est combien de fois plus? Combien de... Bah, 207... de toute façon, le dollar, c'est comme les euros, ouais, quoi, ouais. grosso modo. 207 millions. Ah, c'est beaucoup, oui. Les Bronzés, je crois que ça a coûté 30. C'est 6 fois plus.
6 Ce fois qui est plus, déjà 6 fois énorme, plus. 30 millions Oui, c'est d'euros. beaucoup. Ah, c'est trop. énorme. Je voulais revenir moi sur le King Kong tourné en 1933, alors avec, il faut dire, des scènes qui sont reprises dans la nouvelle version. C'est un véritable hommage que Jackson fait au tout premier film sur King Kong. Et à l'époque, la dame qui était dans la main de King Kong en 1933, s'appelait Fairweather. Elle avait 25 ans. Et alors, ce que j'ignorais, c'est qu'elle était encore vivante il y a très peu de temps, puisque Naomi Watts, qui est aujourd'hui la comédienne, qui est toujours dans la main de King Kong, mais donc plus de 70 ans plus tard, elle l'a rencontrée juste avant qu'elle décède. Il paraît que vous avez rencontré Fairweather juste avant qu'elle ne meure. Demande-t-on à Naomi Watts. Elle dit oui. Elle avait 96 ans. Elle était toute fragile, mais elle était encore très drôle. Quand elle m'a vu, dit la jeune comédienne, elle s'est écriée, il n'y a qu'une Anne Darrow. Anne Darrow, c'est le nom du personnage dans le film King Kong. Il n'y a qu'une Anne Darrow, et c'est moi, a dit la vieille dame. Au moment du départ, elle m'a quand même glissé à l'oreille que le personnage qu'elle avait créé était entre de bonnes mains, c'est le cas de le dire. Ouais. Cette caution m'a en quelque sorte légitimé. J'avais la permission de la comédienne d'origine. Voilà. Et il paraît que le singe qui avait joué dans le premier film vit encore aussi. Et que le singe est allé lui rendre visite dans il n'y a qu'un Kong. Un home pour vieux singes. Non, mais c'est là où on voit quand même les progrès, évidemment, qui ont été faits en matière d'effets spéciaux et de trucage. Encore que la version de 1933 que j'ai vue, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, reste d'une poésie formidable. Oui, mais parce que, pour employer un néologisme, ça a le charme du démodage et que les maladresses sont merveilleuses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on supporterait pas une chose pareille et qu'avec la technologie, la 3D, des images virtuelles et tout ça, le King Kong est sensationnel. C'est un film formidable. Tom Cruise, acteur inutile. Ça, c'est une cérémonie assez amusante qui a lieu à Hollywood. Vous savez que on aime bien organiser des contre-cérémonies là-bas aux États-Unis. Pas chez nous, ça se fait pas beaucoup, ça. Chez nous. Si, il y avait les... Oui, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Ah non, à Hollywood, on s'amuse vraiment de ça. Il y a même certaines stars américaines qui acceptent de venir recevoir leur contre-récompense, leur contre-performance. Ce sera, à mon avis, pas le cas de Tom Cruise et de sa fiancée Katie Holmes, qui ont donc l'honneur de figurer en tête du classement des personnalités les plus inutiles d'Hollywood. C'est un site internet américain qui s'appelle Film Suite, spécialisé dans le cinéma, qui les épingle, qui épingle aussi Jennifer Lopez pour ses tentatives de chanter, et Sylvester Stallone, bientôt 60 ans, pour sa décision de tourner un 6e Rocky. Aussi le comédien et l'acteur Russell Crowe, qui semble avoir passé plus de temps avec des menottes aux mains qu'à l'écran. C'est plutôt vrai, plutôt juste, oui, Elisabeth Lévy. Je ne sais pas pourquoi Russell Crowe, qu'est-ce qu'il fait? Il est en prison tout le temps. Oui, il est toujours menotté, il lui arrive toujours... Enfin, moins souvent que Samina Seri, quand même. Vous êtes anti-Samina Seri, vous, hein, je sens que vous... Non, je sais pas, enfin, il s'est pas très le fait bien divers de l'autre jour est pas brillant non plus. Ouais, mais je crois qu'on sait pas tout sur cette histoire. Non, mais sur l'histoire Rushdie, franchement, vous avez des infos sur l'histoire avec Rushdie? Ce dont il s'agit, c'est l'agression qu'aurait subi ce jeune homme ayant rendez-vous avec Samina Seri. Mais qu'est-ce que tu sous-entends là? Qu'est-ce que je sous-entends quoi? Bah t'as dit on sait pas tout. Non, oui, non. On sait pas qui vraiment était le garçon avec qui il avait rendez-vous. Voilà, on sait pas. Alors, t'as l'air de le savoir. Ça ne justifie pas l'acte terrible et l'envoi d'un cendrier dans la gueule, mais il faut savoir si c'était vraiment un jeune styliste qui ne faisait que d'amener du style. Non, mais ce qui est terrible, vous voyez, c'est arrivé à notre cervelet. Laissez la justice faire son travail. Voilà. Moi, je me souviens que le lendemain même de cette affaire, sur votre plateau de télévision, tout le monde, évidemment, a commencé à taper sur Samina Seri, ce qui était justifié d'après les événements qu'on nous rapportait. Je vous ai dit présomption d'innocence. Moi, je ne veux jamais réagir sur ces histoires-là parce qu'il y a toujours des éléments qui nous manquent. Et si effectivement ça s'est passé comme on le raconte, c'est monstrueux, c'est tout. Mais laissez un tout petit peu la justice faire son travail. Qu'est-ce qui se passerait si un jour vous rencontriez Laurent Gérard dans un restaurant, Gérard Miller? Eh ben, il planque les cendriers. Pas du tout. Alors franchement, d'abord, je l'ai croisé il y a peu de temps. Je l'ai croisé il y a 2 ans au Canada. Je suis allé même voir son spectacle qui n'était pas celui aujourd'hui. Il y a 2 ans au Canada, qui était un spectacle tout à fait drôle. Et Moi, je n'irais pas jusqu'au Canada pour voir son spectacle. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes vraiment con, Miller. C'était là-bas que je me trouvais à ce moment-là pour rire. Et si je le croise à Paris, franchement, mais ça va. Tu l'as croisé l'autre jour sur les Champs-Élysées, mais ils étaient chacun sur un trottoir. Oui. Il y a Pierre Marcel et Alain Finkielkraut qui se sont croisés aussi. Mais alors, ça fait toute une polémique. Vous avez vu ça dans Libération aujourd'hui. Mais alors, c'est vraiment le microcosme parisien qui va se délecter de cette histoire. Mais je vous propose de lire les pages de Libé aujourd'hui pour en savoir plus sur cette affaire.
affaire. Pierre Marcel, qui est un chroniqueur quotidien dans Libération, est accusé par Alain Finkielkraut de l'avoir menacé il y a 2 ans de ça, alors que Pierre Marcel était à moto avec son casque et puis que il aurait dit à Finkielkraut, c'est Elisabeth Chemla, journaliste, qui sur une radio libre a raconté l'histoire. Enfin, un pataquès pas permis. Ouais, il me l'a déjà raconté. Quand ça même, fait une page entière dans Libé. Oui, Elisabeth. D'abord, moi, j'ai déjà entendu cette histoire et quand on voit comment écrit Pierre Marcel et disons le flot de haine à G continu qui sort tous les matins, franchement, on l'imagine assez bien. En tout cas, il répond aujourd'hui, il dit que jamais il n'a menacé Alain Finkielkraut de mort. Enfin, ça, de toute façon, c'est pas parce que quelqu'un écrit de façon acide qu'automatiquement c'est un cogneur. Non, c'est pas une question. C'est pas. Là, j'ai pas parlé d'acidité, j'ai parlé de flot de haine. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, d'accord. On va les laisser. Voilà. Oui, moi je me prononcerai pas avant que la justice n'ait tranché. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Au revoir.